Comment être libre grâce à l'immobilier? On en parle aujourd'hui avec Raphaël, qui a fait son tour du monde avec toute sa famille grâce à l'immobilier. Bonjour Raphaël, comment vas-tu? Bonjour Eric, très bien, merci. Alors aujourd'hui Raphaël, je t'invite parce qu'on a discuté il y a quelques temps et tu m'as parlé de ton parcours d'entrepreneur, d'investisseur et surtout d'investisseur libre, puisqu'en fait tes entreprises, tes investissements immobiliers, ça t'a permis vraiment d'avoir une vie remplie de liberté, et on va parler de ça aujourd'hui. Raphaël, pourquoi tu as eu envie de quitter le monde du salariat et de faire de l'entrepreneuriat et de l'immobilier? Pour moi, c'est la meilleure façon de devenir libre financièrement. Ok. Et au départ, tu as commencé comment? Tu étais salarié? Tu venais de quel milieu? Alors quel milieu? On va dire standard, hein. Mon père était voilà, chauffeur poids lourd, et puis ma mère était employée de grande surface. Et alors j'ai fait un DUT en informatique, et donc du coup je me suis lancé, je suis devenu consultant en informatique, donc salariat. Ok. Mais j'avais surtout un objectif, et ça effectivement tout le monde me l'a dit, c'est que je me suis dit qu'à 42 ans je vais m'arrêter de travailler. Et donc ça en 1997, donc quand j'avais 22 ans, j'avais déjà cet objectif en tête, et donc c'est ce que j'ai réussi à faire. Et alors comment tu t'y es pris pour arriver à arrêter à travailler à 42 ans? Alors donc j'ai commencé en tant que consultant informatique pendant 7 ans en tant que salarié. Après, grâce ou à cause, on va plutôt dire grâce à un licenciement économique, en fin de compte, je me dis qu'est-ce que je vais faire? Donc je me suis dit, autant essayer à 28 ans, ouais, essayer de me lancer dans effectivement l'indépendance. Donc je suis devenu consultant indépendant. Donc tu étais à ton compte? J'étais à mon compte, ça a bien tourné. Et donc j'ai voulu passer à l'étape suivante, donc c'est-à-dire de recruter des personnes. Et donc au bout de 8 ans, en fin de compte, on est passé à 12 salariés. Et j'ai eu l'occasion en 2016 de vendre mon entreprise. D'accord. Et quand tu as eu cette occasion, est-ce que tu t'es dit c'est le bon moment? Est-ce que le fait d'avoir une entreprise avec beaucoup de salariés, est-ce que ça te prenait beaucoup de temps, j'imagine? Beaucoup de temps, beaucoup de stress. et j'avais aussi un associé, et donc effectivement les relations n'étaient plus forcément au beau fixe. Et donc je dis c'était l'occasion de passer à autre chose. Et comme j'arrivais à mes 42 ans, donc j'avais 41 ans et demi, je dis faut que je respecte ce que j'avais rêvé à mes 20 ans, quoi. Et donc là, tu as décidé de vendre ton entreprise. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait après, ensuite? En fait, du coup, j'ai fait, au lieu d'attendre la retraite à 67 ans, je dis je vais prendre au moins 5 ans de retraite pour profiter en fait de ma famille et de mes enfants, parce que mes enfants à l'époque avaient donc 4 ans et 7 ans. D'accord. Donc je me dis, ils sont jeunes, donc j'ai envie d'en profiter. Au lieu d'attendre 62 ans alors qu'ils auront 25-27 ans, donc j'en profiterai plus. C'est vrai que c'est un âge où c'est sympa avec les enfants, à cet âge-là, ils sont beaucoup plus demandeurs aussi de faire des choses avec les parents. Donc c'est vraiment et surtout de partager du temps avec les enfants. Voilà, donc, voilà. Et donc du coup, après avoir vendu, j'ai dit à ma femme, voilà, en plus j'ai vendu, donc j'avais une clause de non-concurrence sur 5 ans. Donc je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je leur ai dit, on va partir faire le tour du monde. Excellent. Voilà. Et donc on est parti pendant 1 an faire le tour du monde. Alors franchement, c'est la meilleure année de ma vie, quoi. Parce qu'on est libre, complètement libre, on profite de la famille. Donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc pendant 1 an, vous avez voyagé à travers le monde? On a fait 14 pays, ouais. Et donc comment ça se passait? Vous restiez plusieurs semaines dans un pays Oui, généralement c'était 2 semaines, 3 semaines. À part l'Australie, on a passé 2 mois. Parce qu'à l'Australie, on était encore plus en famille, parce que du coup on avait pris un camping-car. D'accord.
donc camping-car pendant 2 mois. Donc ça, c'était vraiment... et c'est notre meilleur souvenir. Hein. C'est la première fois qu'on prenait un camping-car et puis pour passer effectivement 2 mois comme ça en famille, un tout petit... une petite surface, donc c'est très intéressant, quoi. C'est vrai qu'au niveau de là, ça a vraiment créé vraiment des liens et en plus c'est dans un environnement où on découvre des nouvelles choses. Pour les enfants, c'est rempli de découvertes, pour les parents aussi d'ailleurs. Oui. Et je pense qu'à la fin, on en ressort vraiment grandi de ce type d'aventure et de voyage. Grandi et après le retour à la réalité, ou à la réalité j'en sais rien, mais le retour à la vie qu'on connaît, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il y a un vrai décalage entre, C'est un vrai entre décalage, une vie comme ça, de grande liberté et puis après le... Parce qu'on se rend compte qu'on peut vivre avec pas grand-chose, quoi. Je prends l'exemple de l'Indonésie où on sait que le salaire moyen c'est 80 € par mois. Tu dis, bah, c'est vrai que en faisant des investissements immobiliers et puis après s'installer là-bas, on peut avoir une très belle vie. D'ailleurs, il y en a plein de gens qui le font, à Bali ou... Ouais, à Bali surtout, ouais, c'est là où c'est moins cher. Nous, l'idée, enfin surtout moi, l'idée c'était de montrer le monde à mes enfants, quoi. Donc quand on est parti, mon fils avait 5 ans, ma fille avait 8 ans. Donc entre l'Ouzbékistan, la Chine, le Japon, l'Indonésie, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Tahiti, l'île de Pâques. Voilà, donc voilà, et puis Ushuaia, ça c'était mon rêve aussi, hein, de descendre tout en bas là, Ushuaia, c'était super sympa, et après on est remonté jusqu'à Vancouver, quoi. D'accord, vous en avez pris plein les yeux là, et je pense pour les enfants c'est une super école aussi. C'est-à-dire qu'on pense aussi, voilà, les enfants, on a envie qu'ils aient une ouverture d'esprit. Oui. Mais là, je pense que c'est la meilleure école. Alors, je pense que peut-être, je ne sais pas comment vous faisiez aussi, ou est-ce que ils avaient un suivi au niveau de cours, ou alors vous avez mis en pause pendant 1 an, comment? Très compliqué. Initialement, on voulait effectivement mettre en place des cours, mais la problématique, c'est que quand on se trouve en plein fond de l'Australie, quand on voit des paysages comme ça, on n'a pas envie de passer 2 heures à faire des cours. Okay. Donc au début, on a fait. Alors ce qu'on a fait avec notre fille, on avait fait des réunions Skype, donc avec l'école et ainsi de suite. Donc ça, c'était intéressant. Et à chaque fois, ma fille écrivait dans un petit journal ce qu'elle faisait, et puis elle a raconté à ses collègues. Hein. Donc ça, c'était très sympa. Ouais. Ok. Et donc, vraiment une année de grande liberté, donc le retour à la réalité ensuite. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Je pense que tu avais déjà pris vraiment ce goût à la liberté. Et je pense que comment tu as fait pour te dire comment tu as fait pour conserver au moins un minimum de liberté dans ta vie ensuite? En fait, après, je me dis, en fait, on s'est rendu compte. Alors, il y a quelque chose que je me suis rendu compte pendant ce tour du monde, c'est que, en fin de compte, j'avais déjà fait des investissements immobiliers. Et en fait, je voyais que l'argent rentrait même quand je tournais autour du monde. Donc, tu avais déjà des appartements qui étaient loués avant que tu partes en voyage. C'est ça. Et je me suis dit, en fin de compte, si avec ma femme, on veut refaire un tour du monde, en fin de compte, l'idéal, c'est de se créer des revenus passifs, quoi. C'est la meilleure solution. Et enfin, même pour une petite anecdote, j'avais même réussi à vendre un bien immobilier alors que j'étais en pleine Australie, quoi. D'accord. Donc, en fin de compte, à distance comme ça, je me dis, mais en fin de compte, on peut tout faire, quoi. Et c'est vrai, d'un côté, il y a le loyer qui rentre, et de l'autre côté, en fin de compte, on peut même gérer les affaires et continuer à voyager, quoi. C'est ça, oui, avec les moyens modernes, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et puis bon, peut-être avec quelques personnes aussi sur place qui peuvent, à qui tu délègues certaines tâches, et c'est tout à fait faisable, effectivement. Et donc en rentrant, je me suis dit, en fin de compte, si on veut refaire ça, il faut continuer à investir dans l'immobilier, parce qu'effectivement, on touche des revenus passifs. Et l'objectif avec ma femme, c'est de repartir dans 10, 15 ans, une fois que les enfants sont plus âgés. Okay. En fait, au Costa Rica, quand on est au Costa Rica, et c'est là que j'avais eu le déclic, on avait rencontré effectivement un couple, 65 ans, et ça faisait 4 ans qu'ils tournaient autour de l'Amérique du Sud avec leur camion. Et j'ai dit, mais comment tu fais ça? J'ai dit, mais en fin de compte, j'ai des biens immobiliers à l'île de la Réunion. Et donc, en fait, il tourne pendant 4 mois, il tourne avec sa femme, et après il rentre 1 mois pour s'occuper de ses affaires administratives, et après il revient. Et pendant le 1 mois, en fin de compte, il laisse le camion en Amérique du Sud. Et ça fait 4 ans qu'il tourne comme ça. Ouais. Et ils avaient 62 ans, quoi. Donc je me dis, ça c'est quelque chose qui me
plairait bien aussi. C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est vrai que c'est bien, bon, quand on a 65 ans, c'est bien, mais quand on peut le faire plus tôt, comme tu l'as fait, je dirais que c'est encore mieux, parce que quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on a encore, physiquement, on peut faire plus de choses aussi. Donc c'est vrai que plus tôt on y pense, le mieux c'est, quoi. C'est-à-dire que avoir cet objectif assez tôt, c'est plutôt une bonne chose, je trouve, plutôt que de se dire on le fera plus tard quand on sera à la retraite. Et c'est ça ce que je voulais pas faire, parce qu'en fait, je voulais le faire avec mes enfants. Mm. Je voulais partager du temps avec mes enfants. Et je voulais pas, je voulais pas attendre 60, 67 ans. Et puis mes enfants n'auraient pas voulu faire un tour du monde avec moi. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec eux, être avec ma femme, partager du temps avec les êtres qui sont les plus importants pour moi, quoi. Tout à fait. Et pas attendre non plus 62 ans, parce qu'on ne sait pas, ou 67 ans. Et puis on sait qu'il y en a plein qui meurent aussi avant. Donc ça, je voulais pas. Donc je voulais effectivement en profiter tout de suite, quoi. Donc en fait, tu avais un objectif clair et puis tes business, l'immobilier, c'était vraiment des moyens pour réaliser tes rêves en fait. Et c'est toujours le cas d'ailleurs parce que en fait, tu continues à investir, entre-temps tu as acheté d'autres biens. Oui. Si tu peux nous parler un peu de la partie immobilière, où est-ce que tu as investi, pourquoi tu as investi à cet endroit et quand est-ce que tu as commencé aussi? Alors en immobilier, j'ai touché à tout. J'ai commencé en 2006. Alors, je ne dis pas comme la plupart des gens, mais j'ai commencé effectivement avec la partie défiscalisation, parce que c'est là où j'ai commencé en fin de compte à devenir donc indépendant, donc déjà consultant indépendant, et puis j'ai commencé à recruter des personnes, donc j'ai commencé à avoir des revenus et ainsi de suite. Et après, en fin de compte, j'ai fait donc cet investissement, à l'époque c'était Borloo, maintenant c'est du Pinel, mais c'est la même chose. Défiscalisation. Donc j'ai commencé par ça. Je me suis rendu compte que c'était pas du bon, parce que du coup récemment j'ai même vendu le bien et j'ai une sacrée ma-value, quoi. Donc, c'est souvent le cas. Ouais. C'est souvent le cas, donc c'est pas ce que je conseille, parce que c'est pas là où on arrivera à avoir la liberté financière, quoi. Après j'ai continué à investir, j'ai même investi ce qu'on appelle du Girardin IS. Donc c'est à l'étranger, c'est ça? C'est l'île de la Réunion, ouais, donc tout ce qui est DOM. Donc aussi toujours pour défiscaliser. Et là, bilan? Perte. Ouais. 60 000 euros. Ouais, c'est souvent 60 000 euros de perte. J'ai beaucoup d'exemples similaires. Ouais. Ben, en fait, pour le Borloo, j'ai perdu 30 000 euros. Enfin, perdu par rapport au prix d'achat et prix de vente. J'ai gardé un IS, je perds 60 000 euros. Ah, quand même, ouais. Donc voilà, à un moment, je me dis, c'est pas possible, il faut trouver autre chose. Voilà, et après, je suis allé sur les SCPI en 2012. Donc là, c'est l'immobilier papier plutôt? L'immobilier papier, qui répond à un certain critère de revenu passif, mais hyper passif. Hyper passif, voilà, on s'allonge sur le canapé et puis on attend que ça tombe. J'ai essayé également tout ce qui est... Et là tu en étais content, là. Enfin, tu en es content des SCPI, tu en as toujours, je crois, d'ailleurs. J'en ai toujours et je continue à investir, ouais. Parce qu'effectivement, ça répond à... si on veut refaire un tour du monde, en fin de compte, il n'y a rien à gérer, il faut juste attendre que l'argent tombe, et puis c'est l'idéal, quoi. C'est vraiment l'idéal. Ouais. Donc les SCPI, on en parlera dans la prochaine vidéo, spécifiquement sur les SCPI, si tu veux bien, on détaillera ça tout à l'heure. Ouais. Et donc SCPI, ensuite... Du meublé. Meublé, ok. Alors du meublé, à l'époque c'était la loi Censi-Bouvard. Donc là. Donc c'est du meublé plutôt géré alors? Meublé géré, ouais. D'accord. Donc du meublé géré, donc on a fait de l'EHPAD. On avait fait également tout ce qui est résidence d'affaires, que j'ai toujours. Donc actuellement c'est pas l'idéal, ça c'est sûr. Ouais. Hein. Tout ce qui est hôtel et ainsi de suite, ça prend un peu. L'EHPAD ça a bien marché. Voilà. Et après, en fin de compte, j'ai commencé à investir dans l'ancien. D'accord. Donc, studio étudiant sur Strasbourg. Et puis après, je suis monté à l'étape au-dessus, à l'immeuble. D'accord. Donc, studio étudiant, ça marche très bien. Hein. Ça marche très bien. En plus, celui-là que j'ai aussi, c'est géré, mais c'est géré en autogestion. Donc, ça marche très bien. Bon, fiscalement aussi, c'est très intéressant avec l'amortissement. Donc, tu es en LMNP alors? Oui. D'accord. LMNP, ouais. Loueur en meublé non professionnel. Oui. Ensuite, donc, tu as immeuble. Immeuble, c'est plutôt quelle région?
Alors, toujours dans le Bas-Rhin, donc j'ai un petit immeuble que j'avais commencé. Donc, juste avant de partir, alors, suite à la vente, j'ai dû placer un peu la liquidité, donc j'ai acheté un immeuble. Avant de partir Autour du monde, monde, ouais. d'accord. Donc, j'ai acheté un petit immeuble de 3 appartements. Quoi. Mhm. Voilà. Et en rentrant, je suis passé à l'étape encore au-dessus. Donc là, c'est dans le Haut-Rhin. Et là, on est passé sur un immeuble de 9 appartements. Ok. Voilà. Et celui-là, il est très intéressant parce qu'effectivement, il génère du cash flow. Je crois que j'ai pratiquement 2000 euros de cash flow. Donc, ça, c'est très intéressant, quoi. Ok, donc à 42 ans, tu as rempli ton objectif, tu Oui. avais donc du capital, des rentes, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Oui. Et en fait, c'est vraiment toutes ces sources de revenus. En fait, tu as vraiment une multitude de sources de revenus qui te permettent non seulement d'avoir cette liberté, Oui. mais aussi c'est une sécurité d'avoir cette diversification, d'avoir pas mis tout dans une stratégie, mais d'avoir vraiment diversifié. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment la bonne chose. Surtout, on le voit surtout en ce moment dans la période Covid, on voit que tout mettre dans une stratégie, c'est dangereux. On voit notamment des stratégies dans certaines villes où ça devient très compliqué, comme la location courte durée dans certaines villes, hein, dans d'autres ça marche, mais ou la colocation dans certaines villes aussi, ça commence à être tendu. Donc c'est très très bien de diversifier, c'est une excellente chose. Et bon, après c'est des choses qu'on fait sur le temps aussi, hein, au fur et à mesure. Oui. Mais c'est très très bien. Et j'ai hâte là tout à l'heure de parler aussi des SCPI dans la prochaine vidéo qu'on fera juste après. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu es un investisseur libre, entrepreneur libre, et donc tu as encore d'autres projets par la suite aussi? Oui, d'autres projets. Donc, je pense que, alors comme j'ai dit, j'avais une clause de non-concurrence en informatique, et donc du coup, je pense que je vais retourner à la fin de l'année dans l'informatique, parce qu'effectivement, le fait d'avoir une entreprise, ça va à nouveau permettre de continuer à investir. Le gros problème que j'ai actuellement, c'est qu'effectivement, j'ai plus de revenus. Ça fait 5 ans que que je vis de mes investissements, mais j'ai pas forcément de revenus fixes et ainsi de suite. Et donc l'idée, c'est de dire, on va refaire une entreprise pour pouvoir continuer à investir dans l'immobilier. Toujours pour remplir ce second objectif, c'est de repartir, de faire un tour du monde et de ne pas savoir quand on va rentrer. Bon, je pense que dans l'état actuel, tu pourrais le faire, mais ce que je constate, hein, c'est le cas d'énormément de personnes qui sont financièrement libres. On a besoin aussi de s'occuper, hein, on a besoin d'avoir une activité, on a besoin de faire quelque chose d'utile aussi à côté, parce que c'est vrai que quand on commence à avoir beaucoup plus de temps libre, on n'a pas envie de se tourner les pouces et d'attendre que ça se passe, ou de faire que des loisirs. Et avoir une activité aussi, ça donne un sens. Et pour moi, en tout cas, c'est quelque chose d'important. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont libres aujourd'hui, d'avoir ce sens et d'avoir une activité. Et après, de pouvoir aussi passer à une étape supérieure en ayant plus de cash à investir. On peut passer à un niveau supérieur. Et donc, c'est vraiment toujours avoir un objectif et avoir quelque chose qui nous motive en fait le plus important, c'est d'avoir l'objectif. En fin de compte, comme je dis, quand j'avais commencé à travailler, j'avais un objectif. Alors, à l'époque, tout le monde rigolait, il y a 42 ans, ça n'existe pas, enfin, tu rêves et ainsi de suite. Mais je me suis fixé cet objectif et je l'avais tout le temps. Et en fin de compte, quand on se fixe un objectif, en fin de compte, et qu'on pense qu'à ça, en fait, le cerveau fait qu'on y arrive. Ouais. Il y a le côté émotion aussi quand on a un objectif, mais qu'en même temps ça nous fait vibrer. Oui. Quand on est là, on y pense, on en rêve, quoi. Et quand c'est récurrent et quand on a vraiment cette émotion forte, ça donne vraiment, ça donne toute l'énergie qu'il faut pour y arriver. Et en fait, c'est même plus un effort, c'est un élan en fait. C'est un élan qu'on a quand on a cette. Ça donne l'énergie, l'élan, et la vie fait qu'on rencontre les gens. Ouais. Pour y arriver. C'est ça. Parce qu'effectivement, quand je me rends compte, en fin de compte, les cheminements se sont faits effectivement tout naturellement. Alors tout le monde me dit c'était de la chance et ainsi de suite. C'est pas forcément de la chance parce que j'avais un objectif et donc j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment pour arriver à passer les différentes étapes. Et c'est vrai que souvent quand on a cette émotion et cet objectif, notre cerveau il va être câblé pour voir des choses ou rencontrer des personnes qu'en temps normal, on ne verrait pas, quoi. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus attentif à certaines choses qui vont nous aider à notre objectif.
Alors qu'en temps normal, si on n'a pas cet objectif, on aura peut-être des super opportunités qui nous passeront devant, mais on les verra même pas parce qu'on n'a pas ouvert la focale, on va dire, sur ces objectifs. Ouais. Je pense que l'idée, c'est de se mettre toujours focus sur l'objectif qu'on va atteindre. Et dès qu'on est focus sur l'objectif, en fin de compte, on arrive à l'atteindre. Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils en ont retiré? Enfin, comment est-ce que ça leur donne aussi envie de faire pareil? Est-ce que ça les inspire aussi de voir ce que tu fais? Est-ce que tu penses que c'est aussi un exemple de faire ça pour sa famille, ses enfants? Ah oui, je pense, oui, tout à fait. Ouais. C'est clair que ce soit mon fils ou que ma fille sont très près. Moi, j'aime bien aussi, des fois j'emmène mon fils dans les appartements ou quand il y a un truc à faire. Et bon, des fois ça le gave un peu, mais je vois qu'il s'intéresse, tu vois, je vois qu'il commence à accrocher, il dit « Ah ben papa, alors tu peux faire ça, etc. » C'est intéressant. Et j'aime bien susciter l'intérêt parce que je vois qu'ils peuvent apprendre des choses aussi qu'on n'apprend pas à l'école. Ah oui, non, c'est surtout ce côté, effectivement, l'aspect financier qu'on n'apporte pas à l'école. Donc, moi, je suis entrepreneur dans l'âme, donc forcément, ma fille me suit de très près dans ce domaine, quoi. Elle a plein d'idées, elle vend des sandwichs à l'école, enfin des choses comme ça. Donc, c'est l'esprit, en fin de compte, de créer de la richesse, de la valeur. De la valeur. Voilà. Excellent. Bah, parfait. Ouais, et pour nos locataires, c'est pareil. Ce qu'on veut avant tout, c'est créer de la valeur. C'est une question de mindset aussi. Le but premier, c'est pas de faire de l'argent. Le but premier, c'est de créer de la valeur. Et tout le reste en découle, en fait. Le reste est une conséquence d'avoir cet état d'esprit d'améliorer le monde, de servir et puis de créer de la valeur. Moi, je sais que quand mes locataires quittent l'appartement, souvent, ils me disent on était très bien ici, merci. Et en fait, pour moi, c'est important d'être présent pour les locataires, de répondre à leurs attentes. Et pour moi, c'est vraiment une satisfaction quand je vois que j'ai aidé des personnes dans leur parcours, que ce soit des étudiants, des jeunes actifs, et que ça leur a permis, de réaliser leurs objectifs en étant dans un endroit qui est agréable à vivre, à habiter. Et donc, c'est aussi cette satisfaction. En fait, c'est ça. Je prends l'exemple de mon dernier immeuble. Effectivement, donc j'ai 5 studios. Et en plus des autres lots. Et au début, quand j'ai dit à l'agent immobilier local, il m'a dit non, les studios, on le loue à 280 €. Quoi. Et je dis, bah non, je l'ai bien fait, et ainsi de suite. Quoi. Donc j'ai dit, c'est pas possible, je ne rentre pas dans mes calculs. Et donc, par hasard, en fin de compte, il y a une personne qui était passée de Paris pour chercher effectivement un logement pour sa fille et tout ça. Et puis, elle me dit, ouais, mais vous savez, j'ai qu'un budget de 420. Je sais que je ne pourrais pas louer. Et c'est là que ça fait tilt. Entre l'agent local qui dit 280, une personne extérieure qui dit je suis prêt à donner 420 mais c'est pas assez, je sais. Je me dis, il y a quand même un fossé, quoi. Parce qu'en fin de compte, j'avais tout refait, tout neuf, tout beau, quoi. Ouais. Oui, bah c'est sûr, tu j'apporte ma valeur. C'est une autre valeur que l'appartement classique que l'agent a peut-être l'habitude de louer. Exactement. Après, bon, il y a des bons agents aussi, hein, mais je veux dire, j'ai constaté aussi à certains agents, c'est plus simple pour eux de louer quelque chose qui est pas cher parce que ça se loue plus rapidement. Il y a aussi peut-être ce travers des fois, mais tu as tout à fait raison. Quand on crée de la valeur, on peut effectivement louer ou vendre plus cher. Ouais. Et c'est un peu la base. Et il y a toujours un public qui est ravi de payer pour avoir la valeur délivrée. Ouais. La qualité. Une bonne qualité, ouais, c'est surtout ça. Ouais. Donc effectivement, quand on rénove et on fait on rénove bien, et des beaux matériaux et ainsi de suite, on le loue beaucoup plus cher que le standard. Parce que quand on regarde, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est aller voir le standard des autres. Et faire mieux, parce que je me souviens quand j'avais visité dans cette ville, j'avais vu des appartements, je disais c'est pas possible. J'ai toujours cette image de la moquette qui est collée contre la baignoire, quoi. Un truc que j'ai jamais vu, la moquette contre la baignoire. Je dis ok, là 280, je comprends bien, mais. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais bon, après le standing, je trouve ces dernières années, le standing s'est quand même amélioré parce que les gens, les investisseurs, ils apprennent aussi à faire ça mieux. Puis il y a un peu le standing s'est quand même amélioré, mais on a encore pas mal quand je fais des visites, ça m'arrive, j'ai des locataires qui me disent on a visité des choses, des appartements, mais franchement, le vôtre par rapport aux autres, ça se démarque vraiment. On a visité certains, c'était même des taudis. Et donc, il n'y a pas d'hésitation. Les personnes, quand elles visitent, 2 secondes après, elles disent... Il y a une petite phrase aussi qu'elles disent souvent, c'est « Ah, c'est comme sur les photos ».
Ça, c'est un bon signe aussi. Ça veut dire les photos leur ont plu déjà dans l'annonce, ouais. et après, confirmation sur place, et elles ont tout de suite envie de le prendre, quoi. Et comme dit, actuellement, quand on rénove, il faut systématiquement mettre une cuisine, quoi. Je pense que si on met ça je l'ai vu sur mon premier immeuble de 3 appartements, en fin de compte, c'était dans une ville où, en fin de compte, il n'y avait pas de cuisine, c'était que les petits blocs là, en inox, là. Et dès que j'avais une belle cuisine équipée avec un retour et ainsi de suite, en fin de compte, c'était parti tout de suite, quoi. Tout de suite, ça part. Donc, on apporte de la qualité par rapport aux autres, et donc, du coup, on arrive à louer facilement. Ok. Parfait. En tout cas, ça me fait très plaisir, Raphaël, d'échanger avec toi. C'est vraiment cet état d'esprit d'entrepreneur, le mindset, le côté liberté aussi qui me plaît énormément. Et en tout cas, je te remercie déjà pour ce premier entretien. Et Merci je te propose d'en faire un deuxième. On va parler des SCPI si ça vous dit aussi. Donc je vous invite à suivre la chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner aujourd'hui en activant la petite cloche pour être informé en temps réel des nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Comme ça, vous serez informé de la prochaine vidéo avec Raphaël sur les SCPI. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Ciao!